Bien, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aujourd'hui à ce rendez-vous avec vous. Je veux tout d'abord avoir un mot pour une collègue qui n'a pas quitté nos pensées depuis vendredi soir, Corinne Herel, députée des Côtes-d'Armor, est décédée vendredi soir après avoir fait un malaise en pleine réunion publique. Elle menait campagne tambour battant, fidèle depuis le premier jour. Elle manque déjà cruellement et j'ai le cœur serré qu'elle n'ait pu voir la victoire de notre candidat à laquelle elle avait tant contribué et pour laquelle elle s'était tant engagée. J'ai également une pensée très émue pour la famille de Tamara, qui était adhérente d'En Marche à Dreux. Elle a péri dans un accident de voiture à la veille du premier tour, après avoir consacré tout son temps libre et une bonne partie des nuits des semaines précédentes à mener la campagne de terrain. Je veux dire à ses proches, et notamment à son petit garçon, que le mouvement sera toujours là pour les épauler autant que de besoin. Corinne et Tamara disent beaucoup d'ailleurs de la dimension humaine de cette campagne, car loin des projecteurs, loin des médias et partout en France, le mouvement En Marche, c'est 285 000 adhérents répartis dans 3 000 comités locaux, dont 400 à l'étranger, ont joué un rôle capital dans l'élection d'hier d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Ensemble, nous avons distribué plus de 50 millions de tracts, participé à plus de 5000 opérations de porte-à-porte, organisé en un mois plus de 40 000 événements, du meeting avec 20 000 personnes à la réunion d'appartements, en passant par les kiosques tenus dans des centaines de villes de France. Nous avons également su prendre en charge 68 000 procurations au total, et ce sont des dizaines de milliers d'adhérentes et d'adhérents qui se sont également portés volontaires pour tenir les bureaux de vote. Nous mesurons l'engagement et la mobilisation de ces dizaines de milliers de citoyens qui souvent n'avaient jamais fait de politique, ne s'étaient jamais engagés, pour plus de la moitié d'entre eux, et qui venaient de tous les milieux sociaux de notre pays. Tout a commencé, je vous le rappelle, par ce que nous avons appelé la Grande Marche, c'est-à-dire par l'écoute des Français. C'est cela, notre marque de fabrique depuis le début, écouter pour mieux se faire entendre. Et le programme que les Françaises et les Français ont choisi hier est le fruit de ce dialogue constant avec le pays. Sans cette action, nous n'aurions pas gagné la bataille politique. Sans ce réveil citoyen, sans cette réconciliation avec des pratiques militantes authentiques, nous n'aurions pas gagné cette bataille politique. Et j'ai été très fier d'animer la vie de ce mouvement depuis septembre dernier. Le premier acte de la refondation de notre vie politique s'est terminé hier avec l'accession d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Appelé à cette fonction, devenu président de tous les Français, Emmanuel Macron a démissionné à midi de la présidence d'En Marche lors d'un conseil extraordinaire, lors d'une réunion extraordinaire de notre conseil d'administration. La présidence par intérim est assurée par Catherine Barbaroux, ici présente, que vous connaissez toutes et tous. Je veux remercier d'ailleurs ici les compagnons fondateurs, Astrid Panossian, Cédric O, Jean-Marc Borrello et Philippe Grandjean. Le deuxième acte de la refondation de notre vie politique sera la constitution, lors des élections législatives du mois de juin, d'une majorité de changement. Le conseil d'administration tenu ce jour a été l'occasion
de poser les premiers jalons de la campagne législative de la majorité présidentielle. Et notamment, il a été décidé que le mouvement En Marche allait évoluer afin d'élargir son assise. Cette évolution s'incarnera dans un changement de nom. En Marche est appelé à devenir La République En Marche. Le congrès fondateur de cette nouvelle force politique, qui marquera une nouvelle étape de notre mouvement, se tiendra avant le 15 juillet prochain, dans le même état d'esprit qu'En Marche. La République En Marche investira pour les élections législatives une ou un candidat dans chacune des 577 circonscriptions de notre pays et des Français de l'étranger. Ces candidates et ces candidats seront connus d'ici jeudi 11 mai à 12 h. Ils respecteront en tout point les objectifs fixés par Emmanuel Macron le 19 janvier dernier. Je tiens à vous les rappeler, car ils illustrent notre constance. D'abord, le respect du pluralisme de sensibilité à l'intérieur de notre mouvement. Le renouvellement, au moins 50% de candidats seront issus de la société civile, au moins 50% de femmes, des candidates et des candidats qui reflètent la diversité de la société française. Aucun candidat ne sera investi s'il a un casier judiciaire qui n'est pas vierge ou s'il a subi, pour quelque motif que ce soit, une peine d'inéligibilité. Autre critère déterminant, c'est l'engagement ferme à soutenir sans réserve le contrat conclu hier entre la Nation et Emmanuel Macron. À ce stade, je veux remercier ici Jean-Paul Delevoye, président de la Commission nationale d'investiture, les membres de la Commission, les salariés et les bénévoles du mouvement qui ont mené un travail de titan qui procède aussi d'une éthique nouvelle dans l'élaboration et le choix des candidatures. Nos candidates et nos candidats seront rattachés administrativement à l'étiquette La République En Marche et s'engageront donc à s'inscrire dans le groupe parlementaire du même nom. L'objectif est que ce groupe dispose de la majorité absolue à l'Assemblée nationale afin qu'Emmanuel Macron et le gouvernement qu'il nommera disposent des moyens nécessaires pour mettre en œuvre le projet pour lequel le nouveau président de la République a été élu. Notre objectif est que le gouvernement qui sera nommé dispose d'un groupe parlementaire homogène, cohérent, fort d'une discipline collective réelle, meilleur gage d'efficacité. La liberté d'expression des sensibilités, du pluralisme qui existe en notre sein sera conjuguée avec cette discipline collective qui garantira la lisibilité et l'efficacité du travail parlementaire comme l'action de l'exécutif. Compte tenu de ces règles, il va sans dire, mais peut-être mieux en le disant, que nous refuserons tout accord d'appareil ainsi que tout mécanisme de double investiture. Tous les candidats, toutes les candidates sollicitant l'étiquette de la majorité présidentielle La République En Marche auront été investis par notre commission nationale d'investiture. En Marche se donne donc les moyens de parachever la refondation de notre vie politique entamée il y a tout juste 13 mois, mais reste parfaitement fidèle aux valeurs et au fonctionnement qui ont fait sa différence, sans doute son succès, et auxquels sont profondément
attacher nos adhérents, parmi lesquels je citerai la gratuité d'adhésion, la liberté d'organisation locale, un juste équilibre entre la réflexion et l'action, la possibilité d'appartenir à d'autres formations politiques. Il n'y a que pour l'élection que la double appartenance est proscrite, puisque, compte tenu des règles électorales, les candidats doivent déclarer une formation politique de rattachement. Ce qui s'appellera demain La République en marche demeure donc un mouvement politique tourné vers la société civile et fonctionnant grâce, par et pour des centaines de milliers de citoyens engagés. Merci de votre attention et je peux, si vous le souhaitez, répondre à quelques questions. Oui, madame. Bonjour, Elisa Bertholomé pour RMC. J'avais une question concernant les candidatures issues de la société civile. On a appris aujourd'hui qu'ils pourraient être des élus. Est-ce que vous pouvez préciser ce cas-là, puisque j'avais compris qu'il y avait 50% de personnes issues de la société civile et 50% d'élus. Eh bien, vous aviez bien compris. Ils peuvent être les deux. Non, c'est-à-dire que ce que nous avons dit depuis le début, c'est qu'il y aurait au moins 50% des candidates et des candidats qui aujourd'hui n'ont aucun mandat politique d'aucune sorte. Et nous avions dit que l'autre moitié des candidates et des candidats pourraient être des personnes qui ont un mandat de conseil municipal, de maire, de conseil départemental, régional, de parlementaire, etc. Ça a toujours été la ligne de partage que nous avons indiquée. Comment allez-vous publier la liste des investitures? Comment? Oui. Est-ce que vous allez faire une conférence de presse? Ce ne sera peut-être pas nécessaire, on verra bien. Soit on le fera sous cette forme, soit on vous la transmettra. Qui conduira la bataille législative, notamment ici, à En Marche? Est-ce que ça sera la présidente par intérim ou vous-même? Et est-ce que vous-même, vous allez conserver le poste de secrétaire général d'En Marche, ou est-ce que c'est un poste qui est lui aussi amené à évoluer, voire à changer de titulaire? Bien écoutez, la campagne des législatives, d'abord, sera menée par 577 candidates et candidats. Ensuite, du point de vue de notre mouvement, il va de soi que j'y prendrai toute ma part, sous l'autorité de la présidente. Et par ailleurs, au sein du mouvement, il y aura un staff opérationnel, si je puis dire, qui sera au service des candidates et des candidats pour les aspects matériels d'accompagnement de leur campagne. Mais il va de soi que je m'engagerai dans cette campagne. Ensuite, vous le savez, sous la Ve République, c'est la première ou le Premier ministre qui s'engage pour obtenir une majorité qui, le moment venu, soutienne son action. Eh bien, écoutez, je resterai secrétaire général aussi longtemps que le conseil d'administration le voudra, et en tout cas jusqu'aux élections législatives, et en tout cas sans doute aussi longtemps que la présidente, c'est-à-dire jusqu'à notre congrès fondateur. Monsieur Ferrand, sur les Emmanuel Macron est le seul à savoir, dit-on dans votre entourage, celui auquel il pense, puisqu'il semble que ce serait plus un homme. Votre nom est cité. Est-ce que vous, c'est le genre de responsabilité que vous pourriez accepter? Je vous remercie infiniment de votre sollicitude, mais comme vous le savez, sous la Ve République, seul le président de la République désigne son Premier ministre. Et donc il y a deux hypothèses. Soit je vous dis la vérité, c'est-à-dire que je ne le sais pas. Et si je le savais, j'aurais été contraint de vous mentir. Monsieur Ferrand, une question sur la double appartenance de vos candidats aux législatives. Vous ne demandez pas donc aux candidats qui seront sous vos couleurs de quitter leur parti d'origine. C'est aussi une manière d'assouplir les règles et de vous prémunir contre une éventuelle désillusion. J'ai dû mal me faire comprendre. Sans doute. Donc, je vais répéter. Ce que nous indiquons, et c'est ce qu'a dit l'autre jour sur une grande radio Emmanuel Macron, il ne demande à personne de déchirer sa carte, comme on dit. Simplement, en général, ceux chez qui on a une carte vous le demandent de la déchirer.
Vous avez entendu récemment des dispositions disciplinaires qui ont été émises par différents responsables. Mais il va de soi, comme je l'ai dit tout de suite, que celles et ceux qui sollicitent l'investiture devront porter la bannière « La République en marche », s'inscrire administrativement sous cette bannière-là, siéger dans le groupe ad hoc qui sera constitué, s'engager à soutenir le contrat avec la nation. Et donc, dans ce cadre-là, je ne vois pas bien comment, même si nous avons une imagination fertile, comment des candidats qui appartiendraient à une organisation qui porterait une plateforme électorale pourraient être investis par notre Commission nationale d'investiture. J'ai une question pour vous, monsieur Ferrand. Attends, il y a un monsieur d'abord, et puis après vous. Oui, bonjour, Cédric Pietralonga du Monde. Vous avez évoqué donc la date de jeudi pour la présentation de vos 517 candidats. Certains membres proches de l'entourage de M. Macron disent que ces 577 candidats sont déjà choisis. Donc pourquoi attendre jeudi? Ah, ben, écoutez, parce que ça nous paraît une bonne date. C'est déjà une bonne raison. Et parce qu'il y a encore un certain nombre de vérifications de détails à faire. Et par conséquent, cela nous... Confirmez que les 577 noms sont connus aujourd'hui. Oui. Monsieur Ferrand, j'ai deux petites questions. La première vous concerne directement. J'aurais aimé savoir si vous êtes candidat vous-même aux législatives ou pas. Et donc, comme vous êtes aujourd'hui député PS, effectivement, si vous changez d'étiquette et comment ça se passe aujourd'hui avec le Parti Socialiste. La deuxième question porte sur le MoDem. Vous parlez de 577 investis La République en marche. Il me semblait qu'une partie serait investie sous l'étiquette MoDem. J'aurais aimé savoir ce qu'il en était exactement. Bien, je vais vous donner ces deux précisions. La première étant que, en application de la réponse que j'ai faite à votre confrère à l'instant, ayant brigué l'investiture de La République en marche, il va de soi que je ne suis plus membre de ce fait du Parti socialiste. Le deuxième aspect est que, comme Emmanuel Macron a eu l'occasion de l'expliquer, pas d'accord d'appareil, mais une alliance a été conclue de manière transparente avec le MoDem lorsque M. François Bayrou a décidé de renoncer à se présenter et d'apporter son soutien à Emmanuel Macron. Par conséquent, s'agissant des candidates et des candidats issus du MoDem, ils seront administrativement rattachés au MoDem, ils mèneront campagne sous la bannière commune, puisqu'il s'agit d'une alliance, et eux siégeront dans un groupe ad hoc MoDem qui sera sans doute créé à l'issue des élections. Combien d'investis MoDem? Ah, vous voulez savoir quelle a été la pesée? Eh bien, figurez-vous, ah, mais j'ai bien compris. Bien, figurez-vous que les choses ne se sont pas passées comme ça. Nous avons examiné à l'aune des critères que j'ai rappelés, les critères du 19 janvier, les candidates et les candidats que nos amis du MoDem proposaient, et ce sont chaque fois les meilleurs que nous avons choisis, afin qu'il soit le plus grand nombre à gagner. Ce qui fait combien de personnalités MoDem investies? Qu'est-ce que vous appelez des personnalités MoDem? Celles qui porteront cette étiquette-là, ou du moins administrativement. Écoutez, on vous fera le décompte jeudi. Excusez-moi. Mais vous saurez les reconnaître. Oui, je viens de répondre. Je suis candidat dans la 6e circonscription du Finistère, la plus belle de France. Bonjour, Hélène Fouquet pour Bloomberg. Est-ce qu'on doit s'attendre jeudi, quand vous allez donner les 577 personnes, à avoir des membres des Républicains qui auraient changé de parti parce qu'ils veulent faire partie de votre majorité présidentielle, comme vous avez quitté par exemple le Parti Socialiste? Est-ce qu'on peut s'attendre à des noms assez importants, des figures des Républicains qui se rejoignent à vous? Vous savez, madame, nous sommes un mouvement où chaque nom est important. Et ce n'est pas la gloire acquise par le passé qui fait que l'on est plus important que l'un ou l'autre. Donc oui, il y a parmi les candidates et les candidats des personnes qui ont eu une sensibilité républicaine, d'autres socialistes, j'en porte témoignage, d'autres qui viennent d'un certain nombre d'horizons et d'autres qui ne se sont jamais engagés. Voilà.
C'est quoi votre portée chinois? Posez-moi les questions plus directement. Est-ce qu'il y a parmi ces républicains des personnes qui ont des responsabilités ministérielles? Non, pas à cette heure-ci. Voilà. Bon, on peut vous faire toute la liste des... Oui, oui. Non, mais non. À ce stade-là, à l'heure où je vous parle, non. D'accord, merci. Oui, pour revenir juste sur le MoDem, est-ce que les députés, du coup, à l'Assemblée, seront dans le groupe La République En Marche, où ils seront là aussi à part et autonomes, et par ailleurs, vous dites qu'il y a encore une marge de discussion? Non, j'ai répondu à votre concert, ils siégeront dans un groupe MoDem. Donc à l'Assemblée, à part, d'accord? À part s'ils le souhaitent. En tout cas, ils auront cette liberté-là. C'est une alliance, ce n'était pas une fusion. Et vous avez dit qu'il y avait encore des circonscriptions où il y avait encore des discussions possibles, c'est-à-dire il y a encore quoi, 20, 40 circonscriptions? Non, je vous ai parlé d'ajustements à la marge qui doivent être peaufinés et deux, trois choses qui doivent être faites. À peu près? À peu près, je ne sais pas, une dizaine peut-être, où les choses doivent être précisées, mais voilà, c'est de cet ordre-là. Cela voudrait dire que les députés LR ou PS qui ont décidé d'inscrire En Marche ont d'ores et déjà donné leur réponse? Eh bien, oui, évidemment, oui. Celles et ceux qui étaient dans ma situation ont déjà donné leur réponse, oui. D'accord, avant que vous nous annonciez à nous les conditions. Oui, bien sûr, parce que les conditions avant, en question étaient connues sur le fond depuis le 19 janvier. De ce point de vue-là, ce n'était pas un scoop. Excusez-moi, vous venez d'inviter ma consoeur à être plus claire. Donc vous avez... Non, non, j'ai pas dit ça, direct. Pas être direct. Alors moi, je vais l'être aussi sur les 577 députés, combien il y aura de députés MoDem? Mais écoutez, vous verrez bien le décompte une fois qu'on aura gagné les élections. Vous le ferez jeudi. Je n'ai pas la liste là, puisque ce n'est pas l'heure aujourd'hui. Nous attendons donc jeudi pour avoir une réponse précise à votre question directe. Oui, bonjour, Francis Brochet pour les quotidiens régionaux du groupe EBRA. Est-ce que le résultat du second tour, avec l'importance de l'abstention, le nombre important également de votes blancs, ne met pas un peu en doute votre objectif d'atteindre une majorité absolue? Je suis sûr qu'il ne vous a pas échappé que le nombre de voix obtenues par Emmanuel Macron rapporté au nombre des inscrits est un des plus élevés des élections présidentielles au suffrage universel direct de la Ve République. Donc je ne fais pas tout à fait la même lecture que vous, et en tout cas, je n'en fais pas une source d'inquiétude. Bonjour, Arthur Bernal, Figaro. Bonjour. Je reviens en 2 mots là, sur la présidence du mouvement et le congrès fondateur que vous avez annoncé d'ici le 15 juillet. Pour revenir à des considérations plus pratiques, comment est-ce que va se faire la désignation de l'organigramme? Est-ce qu'il y aura un vote des 285 000 adhérents? Comment est-ce que est-ce que c'est déjà acté ou non? Si tout ça était parfaitement acté, nous n'aurions pas attendu jusqu'au 15 juillet. Donc nous allons regarder comment organiser, dans le respect des formes démocratiques, cette organisation-là, pour en effet faire en sorte que dans le Congrès, l'ensemble du mouvement soit représenté, voire qu'une consultation par Internet ou autre puisse être réalisée. Nous allons regarder les modalités justement pour organiser cette mue de la manière la plus respectueuse de nos principes fondateurs. Et j'ajoute, puisqu'on vous a prêté les ambitions d'être Premier ministre, est-ce que vous faites acte de candidature à la présidence du mouvement? Je vous ai expliqué que c'est Mme Barbarou qui présidait le mouvement. L'intérim, si j'ai bien compris. Oui, et que nous cesserions ensemble nos fonctions avant le 15 juillet. Voilà. Je poserai ma question à Mme Barbarou. Techniquement, pourquoi faire cette nuit? Vous pouvez m'expliquer quel est l'intérêt que vous dites élargir l'assise du mouvement? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, techniquement? Pourquoi transformer En Marche en République En Marche avec un congrès, un parti politique? C'est quoi techniquement les structures? Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, l'enjeu n'est pas tant technique que politique. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est de permettre que... Vous avez bien compris qu'En Marche, donc, a été un mouvement citoyen créé voici 13 mois, qui, sous le fonctionnement qui a été le sien, a une part très importante dans à la fois l'élaboration du programme présidentiel d'Emmanuel Macron et dans son élection, puisque des dizaines de milliers de citoyens se sont engagés pour son élection. Bien. Et son élection, je vous le rappelle, s'est fait dans un moment
où les deux grands partis qui alternativement se succédaient au pouvoir n'ont pas été qualifiés pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc clairement, une recomposition politique de ce fait-là a connu une première étape, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. La deuxième étape maintenant, c'est de dire que celles et ceux qui se sont retrouvés dans son projet, sa candidature, et qui n'avaient pas déjà franchi le pas d'adhérer En Marche, vont pouvoir le faire dans une organisation plus pérenne, plus solide, etc., et selon des modalités que l'on va définir collectivement, comme on l'a fait dans ce travail de co-construction pour le programme présidentiel. Voilà. Ensuite, notre objectif, il est aussi qu'on ne prive pas l'exécutif et demain la majorité parlementaire de ces échanges en lien direct avec la population, les adhérentes et les adhérents, qui continueront à faire des groupes de travail, continueront à faire remonter des préoccupations, bref, continueront ce travail de co-construction. Nous pensons que nous allons continuer à avancer en marchant, c'est-à-dire dans ce lien constant avec celles et ceux qui ont choisi de s'inscrire dans les pas d'Emmanuel Macron. Donc c'est en vérité mettre au point une organisation qui permette dans la durée d'avoir ce travail et cette richesse, qui permettent aussi d'aborder les autres échéances électorales dans les années qui viennent. Donc il y aura aussi cet enjeu-là, mais qui permettent aussi de redonner le goût à un nombre croissant de concitoyens de s'engager dans la vie politique française, ce que ces dernières années n'avaient plus eu tendance à faire. Précisément, vous venez d'évoquer les prochaines échéances. Est-ce que La République En Marche, le nouveau parti, aura aussi pour ambition, au-delà des législatives, de présenter des candidats dans les prochaines élections municipales, régionales, cantonales, sénatoriales, comme tout parti? Est-ce que ça ira? Et européenne. Et européenne. Voilà. Donc la réponse est oui. Donc la réponse est évidemment oui, mais surtout l'objectif de La République En Marche n'est pas d'être simplement une machine à propulser des candidats. Le but, c'est de faire qu'il y ait une vraie vie politique, une vraie vie citoyenne, et que ce qui s'est passé dans la co-construction du programme du candidat Emmanuel Macron devenu président, eh bien, cela puisse se continuer. C'est cela, revivifier notre vie politique. C'est cela. Et souvenez-vous de quelque chose, pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre l'élaboration de la loi Macron, plus de 9000 amendements examinés, plus de 2028 adoptés, ce qui fait que la co-construction, la volonté d'être en relation avec celles et ceux qui peuvent enrichir un texte, est une pratique ancienne, qui est celle du fondateur d'En Marche, aujourd'hui notre président de la République, élu. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Je voulais revenir sur un point qui a été abordé tout à l'heure, les candidats issus de la société civile. Ce matin, le président de la commission d'investiture a dit que cette appellation comprenait des gens dont c'était la première élection législative et des gens qui auraient pu avoir, qui pourraient avoir par ailleurs ou avoir eu des mandats locaux. Est-ce que vous nous confirmez cela ou est-ce que vous confirmez que candidat issu de la société civile signifie quelqu'un qui n'a jamais exercé aucune fonction élective? Oui. Je vous confirme qu'il est réputé être membre de la société civile, qui est d'ailleurs un vocable épouvantable, on n'en a pas trouvé de meilleur collectivement, parce que l'autre société n'est pas la société militaire, si vous voulez. Mais enfin, en tout cas, pour qu'on se comprenne, ça veut dire qu'en effet, la moitié des candidates et des candidats sont des compatriotes qui n'ont jamais été élus, tandis que l'autre moitié comprend des gens qui, alors moitié, je vous ferai la grâce, hein, c'est pas... En tout cas, l'état d'esprit, c'est que l'autre moitié est une expérience déjà de l'action publique, soit à l'échelle locale, soit à l'échelle départementale, régionale, voire parlementaire pour certains d'entre eux. Une question rapide. Geoffrey Marin-Joris, M6. Quel est votre principal adversaire politique pour ces législatives? Est-ce que ce sont les candidats de la France insoumise? Est-ce que ce sont les candidats du Front National, qui est arrivé sur la base du premier tour en tête dans 216 circonscriptions et 47 départements? Première question. Et deuxième question, qui est connexe. Est-ce que vous appelez
au front républicain, en cas de triangulaire ou de quadrangulaire, au front républicain pour faire barrage au Front National? Est-ce que c'est une consigne que vous demandez aux partis qui sont en lice également? Vous ne perdez pas de temps, vous. Vous savez, en 13 mois d'existence, En Marche, qui pour l'instant n'a pas présenté d'autres candidats qu'Emmanuel Macron, n'a pas tellement eu le temps de se faire des ennemis structurels, si je puis dire. J'entends par là que nous sommes plus dans une démarche de rassemblement pour obtenir une majorité parlementaire qui permette la mise en œuvre de notre projet que de désigner tel ou tel comme étant nos adversaires irréductibles. Il y aura des plateformes, j'imagine, législatives présentées par d'autres que nous. Et nous, ce que nous porterons, c'est le projet présidentiel d'Emmanuel Macron. Donc ce que nous cherchons d'abord, c'est non pas à désigner des adversaires ou des ennemis, c'est de rassembler le plus largement possible pour avoir une majorité puissante. Voilà notre premier objectif. Ensuite, vous m'interrogez sur les affaires de Front républicain. Au fond, vous me demandez si on va être plus vertueux que d'autres, qui ne l'ont pas été ces derniers temps, qui se sont refusés à ce Front républicain. D'ailleurs, les Français, eux, s'y sont pas trompés. Ce qui fait que ceux qui ont eu des pudeurs de gazelle, finalement, s'en sont trouvés pour leurs frais, puisque les Françaises et les Français se sont clairement rassemblés dans leurs différences, comme Emmanuel Macron a eu l'occasion de dire qu'il l'avait bien compris et bien mesuré dans le propos qu'il a tenu hier soir après la présentation des résultats. Alors, sur cette question de savoir si, à chaque fois que l'occasion en serait donnée, il faudrait se retirer au bénéfice d'autres que du Front National, cette question à ce stade n'est pas tranchée, et nous pensons que nous serons dans une configuration où nous serons le plus largement possible qualifiés pour les seconds tours. Nous en avons déjà une certaine expérience. Nous n'avons jamais appelé au Front républicain. Vous le souhaitiez, ça se disait en faux dans vos propos, après avoir désigné le Front National comme un ennemi de la nation. Est-ce que vous appliqueriez au deuxième tour, en vous appliquant à vous-même, en montrant l'exemple, vous désistez pour faire barrage au Front National qui parfois fait élire peut-être d'autres partis, par exemple la France Insoumise? Ah oui, donc vous me demandez si nous on aurait des pudeurs de gazelle. Est-ce que vous dépassez ces pudeurs de gazelle? Bah, écoutez, jusqu'à présent, nous avons été très clairs. J'avais eu moi l'occasion de dire, je vous le signale dans une émission de télévision, que quel que serait l'adversaire de la candidate du Front National qui ne serait pas Emmanuel Macron, je voterai les yeux fermés pour cette personne. Le nez pincé peut-être, mais les yeux fermés. Bon. Donc moi j'avais été clair et je ne vois pas pourquoi je le serai moins à l'avenir. Mais ceci relèvera de la délibération collective. Les 577 candidates et candidats que nous allons désigner, ben ça fera partie des points, lorsqu'on va les réunir ici, sur lesquels nous allons débattre. Mais vous voyez, nous n'avons pas de tradition de centralisme démocratique où moi, du haut de ce pupitre, j'indiquerai ce que serait la loi de nos candidates et des candidats. Nous le verrons avec elles et avec eux. Tout est à construire et c'est ça notre bonheur et c'est ce qui participe aussi de ce réveil citoyen. Il n'y a pas de cadre préconçu. Bonjour monsieur, ici Virgile Lemoustier du Washington Post, enfin pour le Washington Post. Je vous pose une question qui n'a pas été soulevée au cours de cette conférence de presse, portant sur le piratage dont a été l'objet le parti que vous représentez aujourd'hui. J'ai eu ouï dire par des sources qui nous sont propres que les informations que les pirates ont eues à disposition et ont divulguées vendredi soir sur Internet étaient en fait un leurre, que En Marche avait mis en place un stratagème pour que les pirates aient accès à des informations qui seraient non pertinentes. Je pose la question. Allez-y, monsieur. Personne ici ne l'a posée. Personne n'a l'air de s'en soucier d'ailleurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Si, en gros, la question c'est est-ce que vous aviez anticipé une telle fuite, premièrement, et ensuite, si c'est le cas, quelle stratégie avez-vous mis en œuvre pour contenir d'éventuelles fuites, d'éventuelles attaques dont En Marche serait l'objet?
Nous avions eu l'occasion d'indiquer, j'avais même publié une tribune dans le journal Le Monde, que nous étions victimes d'un certain nombre d'attaques. C'était au mois de février ou mars, je ne me souviens plus très bien. Enfin, c'était une période récente. Et donc, en effet, vendredi soir, nous avons constaté qu'un certain nombre de boîtes mail avaient été attaquées et certaines avaient été violées. Pas toutes, mais certaines. Et que, par conséquent, toute une série de documents, qui étaient d'ailleurs parfois privés, d'autres relevant du fonctionnement d'En Marche, se trouvaient à disposition du public. Donc, nous avons, vous le savez, déposé plainte. Donc, si nous avions créé des leurres, nous n'aurions pas pris la peine de porter plainte contre nous-mêmes. Ce serait un peu quand même curieux comme manière de faire. Je ne dis pas que c'est vous qui avez divulgué ces informations, je dis juste que vous avez mis au... Enfin, je ne sais pas, je pose la question. Quelles sont les mesures que vous avez prises avant que ça se produise pour que s'il y avait un piratage... Alors, ça, ouais, très honnête. Alors, je vais vous... Oui, alors je vais vous répondre très clairement, je n'en sais rien. Il faudra que vous vous adressiez à nos collègues qui ici sont des spécialistes de cette affaire et qui depuis le début des attaques ont en effet, parce qu'ils sont des techniciens très compétents, ont mis en place un certain nombre de dispositifs pour nous prémunir de ces attaques à répétition que nous avions subies au moment où je les ai d'ailleurs dénoncées publiquement et qui, vendredi soir, ont en effet organisé des dispositifs de protection, mais je serais techniquement dans l'incapacité de vous les décrire. Mais je pourrais vous présenter celles et ceux qui sont capables de vous les décrire. Mieux que je ne saurais le faire. Bonjour, Jean-Aimé Baudot, BFM TV. Vous dites que l'objectif des législatives, c'est d'obtenir, je cite, un groupe parlementaire cohérent. Vous parlez de discipline collective. Est-ce que ça, c'est pas une pratique des vieux partis que vous avez pu dénoncer? Et puis, par ailleurs, je note donc le nom La République En Marche. Ce sera quoi l'acronyme? Est-ce que c'est LREM ou REM, auquel cas c'est une autre référence? Pas mal, bel effort. Non, mais cher monsieur, la discipline collective, ce n'est pas une règle du passé, c'est une règle d'avenir. Voyez-vous, lorsque l'on porte un projet politique, associatif, entrepreneurial, syndical, que forcément des discussions ont lieu, il faut qu'elles puissent avoir lieu. Mais lorsqu'à un moment donné, des dispositions majoritaires sont prises au sein d'une collectivité, eh bien c'est la disposition majoritaire qui s'applique à tous. Si vous voulez, on ne va pas à l'inverse théoriser l'état de fronde permanent. Faute de quoi, ce qu'on offrirait aux Françaises et aux Français, c'est l'image du désordre, de l'incohérence, où ça voudrait dire que n'importe quel individu pourrait finalement s'opposer à n'importe quoi, venir squatter les plateaux de télévision pour donner l'impression, grosso modo, la révolte existe dans tel ou tel groupe de la majorité, alors qu'il s'agit d'une minorité agissante qui réussit à polluer le travail d'un groupe. Donc la discipline collective, c'est une éthique. C'est le fait de dire, je souscris à un certain nombre d'engagements, je les porterai. Mais comme je l'ai dit dans mon propos, pour que les choses soient équilibrées, que personne ne soit malheureux et que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, eh bien il faut que dans le groupe parlementaire ou autre, la discussion soit réelle, soit libre et approfondie. Car si à l'inverse, et c'est ce qui s'est passé, j'en sors comme vous savez, c'est que quand on met le couvercle, qu'on empêche le débat ou que le débat n'a plus lieu, qu'il n'y a plus de sève qui coule dans les circuits de dialogue normal des partis politiques ou des groupes parlementaires, eh bien à ce moment-là, le dialogue n'a plus lieu et cela crée, parce qu'on n'est pas assez écouté, et donc comme je vous le disais, quand on n'est plus écouté, on choisit d'autres voies pour se faire entendre. Et ça passe par des oppositions individuelles ou plus ou moins collectives face à une majorité de la collectivité qui ne vous considère plus. Donc le pendant de la discipline collective, c'est le débat, le respect des sensibilités, mais la volonté de réussir ensemble. Et non pas d'être dans un processus de destruction systématique du tout,
parce qu'on serait une partie qui n'aurait pas été écoutée. Dernière question. Oui, la dernière question. Bonjour, Vincent Fandès pour CNews. Est-ce qu'il faudra être candidat, peut-être dans un second temps élu aux législatives pour rentrer au gouvernement? Ce n'est pas une règle constitutionnelle. Et comme vous le savez, en France, le président de la République, sur proposition du Premier ministre, nomme les citoyennes et les citoyens qu'il juge aptes à accomplir telle ou telle mission ministérielle. Ce n'est pas un mouvement politique, aussi vertueux soit-il, qui doit fixer ce type de règles. Ce sont des règles constitutionnelles. Bien. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous dis à bientôt et au plus tard, sous une manière à définir, à jeudi. Au revoir.